Aujourd'hui, on vous propose cet atelier de révolution chez Micromania. Donc, accrochez vos ceintures parce que c'est ambitieux. C'est très ambitieux. Donc, on va essayer d'être à la hauteur de cette ambition et de vous montrer que on a effectivement, fort de ce partenariat, transformé l'expérience client chez Micromania, et on va vous dire comment on l'a fait. Ça s'est pas fait effectivement. C'est pas une révolution en un jour. Ça, on reviendra dessus. On reviendra sur l'agenda. C'est une révolution en plusieurs temps. Voilà, un petit peu comme une bonne pièce de théâtre qu'on organise avec Samuel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente, Samuel et moi. Samuel, je vais te laisser la parole, te présenter, et puis après, je me présenterai. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis Samuel Vandamme, directeur e-commerce chez Micromania depuis une dizaine d'années. Également en charge de la partie DSI en complément de mes missions sur le e-commerce. Et on travaille ensemble, Jérémy et moi, sur ce projet depuis 2017. Donc, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le résultat et les dernières étapes et sans doute même les perspectives qui peuvent encore y avoir devant nous. Et voilà. Merci à tous d'être là. Ouais, merci à tous d'être là. Donc, moi, je suis Jérémy Dallois. Donc, je suis le fondateur de Reach 5. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on fait Reach 5. Bonjour Valérie. Bienvenue. Mais avant, je pense que il serait utile et nécessaire de nous mettre dans l'ambiance. Alors, effectivement, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Micromania, qui accompagne les gamers depuis 40 ans maintenant. Alors, je pourrais vous mettre des cartes, des chiffres, etc. Mais quelques belles images pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de la pop culture. C'était la minute autopromotion. Bon, alors quand on voit ça, effectivement, ça met dans l'ambiance. Il fallait être à la hauteur, effectivement, de cette vidéo. D'ailleurs, je sais pas qui l'a faite, mais c'est quand même un beau montage. Ouais, c'est une agence qui nous accompagne. Une belle agence qui vous a accompagné là-dessus. Donc, il fallait être, nous, Reach 5, qu'on soit à la hauteur de cette stratégie omnicanal qu'on a promis à Micromania depuis quelques années. Avant de laisser Samuel vous dire ce qui s'est passé effectivement sur ces dernières années, puis la dernière révolution qu'on a faite, qui est dans l'esprit de ce film que j'aime beaucoup. Je voulais juste rappeler un petit peu qui on est, nous, Reach 5, en quelques minutes, assez rapidement. Donc, Reach 5, nous, on est une plateforme de gestion des identités. Moi, j'ai fondé Reach 5 sur une idée qui était de répondre à deux enjeux qui sont liés d'une part, mais qui dans l'esprit de certains sont complètement différents. Donc l'enjeu numéro 1, c'est d'abord de simplifier l'expérience client. Comment on simplifie l'expérience client pour ramener effectivement la création, l'identification, l'authentification de manière omnicanale et sans le moins de friction possible. Donc avoir une approche qui soit frictionless. Et de l'autre côté, on a aussi cette envie et de plus en plus ces dernières années d'être sécurisé, d'être dans un environnement complètement sécurisé. Donc comment on gère effectivement cela au travers d'une plateforme de SIAM, donc Customer Identity and Access Management, qui aujourd'hui est déployée pratiquement sur toutes les plaques continentales, comme on peut le voir sur la carte en haut à droite. Et donc on accompagne plusieurs clients de manière multisectorielle, des grands groupes effectivement qui sont leaders dans leur marché comme LVMH, comme Leroy Merlin, mais des marques aussi prestigieuses comme Lacoste, comme Kiabi ou encore Micromania dans l'environnement du gaming en fait, qui est leader dans son domaine. Et
l'enjeu, c'est un petit peu comme le paiement sans contact, hein, qui a révolutionné effectivement le mode d'achat en magasin. Aujourd'hui, ça va très vite. On sort même plus la carte, on sort le téléphone. C'est comment je fais pareil sur l'authentification et comment j'efface tous les points de friction, et tout en ayant une expérience qui soit omnicanal, c'est-à-dire du magasin sur le digital et du digital vers le magasin et vice versa en fait. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec Micromania. On avait cette idée dès le départ. Il a bien sûr fallu brancher au fur et à mesure des assets de la solution Reach5. On peut pas tout révolutionner tout de suite, mais par contre l'idée de révolution du parcours client, elle était là depuis le début. Et ça, c'est ce qu'on a fait effectivement avec Micromania, et on va y venir. Samuel va y venir. Et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres marques, d'autres grandes enseignes, notamment, je pense aussi à Leclerc, avec qui on a démarré effectivement sur le digital. Leclerc, tout le monde connaît, mais ce qu'on connaît moins et ce qu'on savait moins au départ, c'est que sur le digital, il y avait 27 marques, 27 canaux. Donc, vous aviez la parapharmacie, la culture, etc., etc. Et tout ça était complètement siloté, ce qui fait que le client n'était pas nécessairement reconnu sur tous ces points de contact, et que on est arrivé effectivement avec une plateforme Reach5 à mettre on top de toute l'architecture pour reconnaître le client effectivement de manière simple et de l'adresser de manière unique. Et là, maintenant, on passe aussi dans cette révolution avec Leclerc Omnicanal, c'est-à-dire qu'on va venir brancher Reach5 sur les magasins et sur toutes les bornes clients en magasin. Donc, ça veut dire que il y aura plus de trous dans le filet. Tout client qui passe par un magasin ou par le digital chez Leclerc sera adressé derrière, au travers de la plateforme Reach5. Voilà, ça c'est une chose. Et notre vision, c'est vous aider nos clients à atteindre leurs clients, leurs consommateurs, effectivement à l'échelle mondiale. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les canaux, parce qu'aujourd'hui, il y a la capacité technologique, technique de pouvoir déployer une solution comme Reach5 sur tous les canaux, aussi bien dans le monde physique que dans le monde digital, et de relier l'ensemble. Ça, c'est la clé pour l'adresser ce client de manière unique. Et puis aussi sur tous les marchés. Donc à l'international, donc comme on le fait avec des grands acteurs comme LVMH qui ont des problématiques qui sont extrêmement pointues, extrêmement techniques, parce que dès qu'on quitte l'environnement occidental qu'on connaît, donc des environnements comme Google, comme Microsoft, et qu'on va sur des terres asiatiques qui sont extrêmement différentes, avec des habitudes d'achat différentes, avec des moyens d'authentification différents et avec des solutions d'hébergement aussi différentes, il est clair que ça paraît simple, mais derrière, c'est assez complexe dans la solution à mettre en œuvre pour accompagner ces clients-là. Et puis, un des enjeux sur tous les marchés, c'est que, si je prends l'exemple du luxe, c'est que une cliente asiatique, chinoise, qui est une très bonne cliente de Louis Vuitton, par exemple, qui se déplace pour affaires ou pour voyage touristique en France ou aux États-Unis, eh bien c'est pareil, elle doit être reconnue en fait. On doit l'identifier de la même manière et on doit surtout la reconnaître, et encore plus dans un environnement luxe, pour ne pas risquer effectivement de la frustrer dans son adhérence, dans sa fidélité, dans son adhésion à la marque. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, j'ai donné l'exemple de Leclerc tout à l'heure sur toutes les marques, c'est-à-dire avoir cette unicité si on est dans un univers d'enseignes différentes pour adresser le client de manière unique. Et c'est encore plus vrai dans un monde qui se veut a fortiori sans cookies, où on va avoir beaucoup de mal effectivement à reconnaître ce client-là. Donc autant l'identifier et l'authentifier le plus tôt possible dans le parcours, avoir tous ses assets le plus tôt possible, ses consentements, etc. et sécuriser derrière son expérience client de manière internationale, si on est dans l'international, ou en France, si on est en France. Quand je parle de sécuriser, je vais vous donner un exemple, et de façon, Samuel viendra dessus, mais on a beaucoup, et ça passe sous les radars parce qu'il y a des accords qui sont faits avec la CNIL, mais il y a beaucoup d'attaques sur les cartes de fidélité sur lesquelles vous avez des bons de décagnotage, des bons d'achat en fait. C'est 10, 20 euros, 30 euros, ça peut être 100, 200 euros parfois. Et il y a des hackers qui se sont spécialisés justement pour aller hacker ces cartes-là. Et c'est très frustrant pour l'image, pour le client d'abord d'une part, le consommateur, et puis c'est pas bon pour l'image de la marque. Donc on va venir nous apporter effectivement de l'intelligence. On a des algorithmes qui permettent de pouvoir stopper, en tout cas défier ce type d'attaque pour que les comptes clients soient protégés. Voilà, je vais passer la main maintenant à Samuel. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire de la collaboration
avec Reach5. Ça a commencé donc en 2017, je le disais tout à l'heure. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Pas que la solution soit lourde à implémenter, mais il y a quand même un travail de fond, de structuration de la donnée et puis des besoins qui jalonnent aussi les différents projets de l'entreprise. En tout cas, première étape, on a implémenté le connecteur social qui nous a permis deux choses. La première, c'est de faciliter le parcours de création du compte pour le client en récupérant les données qui viennent des réseaux sociaux, notamment PayPal, Google, Facebook étaient choisis, mais il y en a d'autres dans la panoplie disponible sur Reach5. Et deuxième sujet, à ce moment-là, la marque était en train d'opérer un switch sur les produits dérivés et on était très attentif aux licences dont nos clients étaient fans, et ça nous a permis, en captant la donnée des réseaux sociaux, de bien comprendre quelles étaient les licences les plus importantes et les secteurs les plus puissants d'un point de vue produit pour engager nos clients. La deuxième étape, qui a peut-être été celle qui a un petit peu été le point de bascule, c'est un replatforming e-commerce. Donc ceux qui ont vécu ça comme moi savent que ce sont des projets lourds, laborieux, avec beaucoup de sang et de sueur, mais il y a toujours un moment un peu délicat, c'est à l'approche de l'ouverture du nouveau site, c'est de basculer l'historique de tous les comptes et de toutes les données sur la nouvelle plateforme, parce que l'objectif, il est simple, c'est que pour le client, ça soit sans couture et qu'il retrouve avec son login, son mot de passe, son petit compte client sur le nouveau site. Et c'est pas si simple à faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a utilisé Reach5 en remontant toutes les identités de l'ancien site dans la plateforme, dans le cloud, et en les réintégrant sur la nouvelle. Et du coup, on a généralisé, en activant cette brique, la gestion complète du couple login mot de passe à travers la plateforme Reach5, ce qui a eu le mérite de nous faciliter la bascule et de nous propulser dans le futur. Les étapes suivantes, un peu plus secondaires, mais on a déployé l'application mobile, la même chose. Il suffit de brancher l'appli et elle-même vient aussi consommer à travers la plateforme toute l'administration de ces logins mots de passe. Donc, billard. L'étape suivante, tu en parlais Jérémy, c'est la sécurité, parce que comme tous les sites, notamment quand c'est couplé à un programme de fidélité avec des vouchers, des bons qui sont offerts aux clients, eh bien on a été exposé à des tentatives d'utilisation frauduleuse. Donc là, il y a tout un tas de règles qui peuvent être mises en place pour détecter des usages frauduleux, éventuellement suspendre un compte pour le protéger ou parce qu'il est suspect, ce qui permet, outre le fait de protéger les avantages qu'on offre aux clients, de protéger aussi leurs données. En premier lieu, c'est quand même toujours très très sensible. Il y a suffisamment de sujets de leak sur le marché de données de breach de données pour savoir que c'est des sujets qui peuvent vous emmener dans le mal. Donc pas mal de fonctionnalités là-dessus. Et la dernière, c'est celle qu'on va détailler un petit peu aujourd'hui. C'est un sujet de convergence. Si on regarde un petit peu le constat, la situation à laquelle on était avant cette grosse étape, c'est qu'on avait des clients qui avaient un compte web dans lequel il n'y avait pas toujours une carte de feed, des clients qui ont une carte de feed qui n'ont pas toujours un compte web associé, et tout ça crée des angles morts, parce que le client, il a créé une carte en magasin, il va sur Internet, il fait un achat, il se dit j'ai pas de points, bah oui, il aurait fallu enrôler la carte dans le compte. Il y a tout un tas de scénarios, je vous passe le détail, mais il y en a beaucoup différents selon les parcours. Combien tu peux citer les use cases, tous les scénarios? Alors, il y a 200 use cases différents, 200 parcours ou variantes de parcours qu'il a fallu bien spécifié pour pouvoir tout couvrir. Et évidemment, l'objectif, c'est que tout ça devienne le plus fluide et sans couture, parce que on y vient. Le programme de fidélité de Micromania, il est très important dans son histoire, dans la relation au client. Le web, qui est un web adossé à un modèle retail historique, est un modèle plutôt drive to store. Donc c'est un site web qui a, outre le fait d'avoir une vocation marchande, est aussi un outil d'engagement, une vitrine dans lequel le client vient gérer ses données, administrer son compte, récupérer ses points, vérifier la date de validité d'un bon, tout un tas de choses qu'on fait tous aujourd'hui sur ce type de site. Et c'est très important que ce soit facile et que l'expérience soit fluide
pour le client. Donc c'est dans ce cadre-là que l'objectif était donc de complètement unifier. Je pense qu'on a une petite séquence. Ouais, il y a une petite séquence carte de fidélité, méga voilà, carte. Hein, deuxième minute autopromo. On est prêt. Ah, la séance peut commencer. Installez-vous. Devant un film, un enfant hospitalisé redevient simplement un enfant. Donc effectivement, le programme de feed étant central, l'objectif c'est d'en faire un point d'achetement pour le client, et le projet avait donc vocation à diminuer tous ces angles morts que j'ai évoqués tout à l'heure, donc d'éviter les sollicitations au service client et d'avoir vraiment une expérience haut de gamme. Alors, si on passe à la slide suivante, tu es dessus. Eh bien, le parcours d'achat en magasin, je vais vous expliquer comment ça se passe, mais peut-être le plus simple, c'est, je sais pas si certains d'entre vous... Est-ce qu'il y a des clients Micromania dans la salle? Voilà. Est-ce qu'on a des gamers? Ah, on a des gamers. On a des gamers et des gameuses. Des parents, c'est ça. Beaucoup plus intéressant. Ouais. Alors, comme le projet, là, est-ce que vous avez acheté il y a longtemps? En créant une carte de fidélité. Quelques jours ou... Ah bon, alors, parce que le projet, là, il est sorti quand, Samuel, en prod? Il y a 3 semaines. Dans les 3 semaines. Donc, c'était il y a 3 semaines. Avant ou... avant les 3 semaines. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté dans les 3 semaines? Ah, on a un client. On a un client. Ah. On a un client semi-mystère. Mathias, je vais le laisser se présenter, tiens. Non, effectivement, je fais partie de Rich5, hein, donc chez Rich5, on aime tout particulièrement tester les use cases de nos clients, mais aussi de nos prospects, et du coup, on a eu plaisir de tester le use case avant l'atelier. D'ailleurs, on n'avait pas particulièrement communiqué à Micromania cet élément, et donc j'ai été réaliser un achat, voilà, d'un petit personnage pop, Stitch notamment, avec mon fils, et on a voulu tester le parcours et voir comment tout ça se passait concrètement, et à quel point c'était fluide, sans forcément avoir creusé moi en amont les aspects techniques du sujet. Donc j'ai fait un achat à Aix-en-Provence il y a 2 jours maintenant, et je suis arrivé en caisse et on m'a proposé tout simplement de rejoindre eh bien la base client Micromania. On m'a demandé des informations très succinctes, en l'occurrence mon nom, mon prénom et mon adresse email, et donc voilà, j'ai quitté le magasin, voilà, sans éléments complémentaires. Et puis là, j'ai reçu dans les quelques minutes qui suivaient un email de la part du Micromania qui me présentait le programme Megacart, mais qui me proposait surtout de pouvoir tout de suite compléter mon compte client. Et donc là, bon, j'avais finalement la possibilité de le faire tout de suite ou pas. J'ai attendu d'être au calme et d'avoir couché mon petit pour poursuivre le parcours. Et là, je suis arrivé sur le site Micromania. Petit élément intéressant, c'est que je tombe sur un site sur lequel je suis déjà authentifié. On m'a déjà reconnu, on a pré-complété mon formulaire, et là, on me propose de finaliser la création de mon compte, soit en complétant des informations additionnelles, soit en n'ajoutant pas forcément d'éléments complémentaires. Ce que j'ai fait, et donc j'ai, à la toute fin, obtenu un compte chez Micromania, sur lequel j'avais déjà mon premier achat magasin qui était rattaché. Voilà, et puis évidemment un compte fidélité qui est rattaché à mon compte web. Exactement. Merci Mathias. Alors ça paraît simple, dit comme ça, mais oui. de faire sa méga carte en magasin et juste après d'avoir la possibilité de retrouver un compte pré-créé avec déjà les informations pré-remplies, c'est pas une mince affaire. Et on est ravis d'arriver à le faire. Évidemment, ça a un intérêt d'abord pour le client, en fluidité, vous avez compris, on aime tous être reconnus, on n'aime pas redonner les informations qu'on a déjà données. Donc c'est des signes assez forts. C'est très intéressant pour faciliter le parcours aussi du client, hein, qui dit parcours facilité, dit meilleure conversion, meilleure expérience, moins de sollicitations du service client. On a une question, c'est parfait. S'inscrire à la newsletter, elle est pré-cochée quand tu... Je pense pas, parce que c'est interdit.
C'est une bonne Alors, idée. Mathias vérifiera à toute fin utile, mais je ne pense pas. Est-ce que tu as déjà les retours sur la conversion? Pas encore. Pas encore, c'est vraiment tout frais. Mais ce qu'on a beaucoup regardé aussi, c'est côté service client. Est-ce qu'il y a des clients qui, d'une manière ou d'une autre, rencontraient un problème dans ce parcours? On le disait tout à l'heure, il y a 200 use cases différents. Alors c'est beaucoup de variantes selon que le mail soit pas le même. Il y a tout un tas de paramètres. Il n'y a pas eu d'embolie particulière. On n'a pas été sollicité sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que dès qu'il y a un truc qui va pas, la communauté gamer est assez vindicative, donc ça pousse en quelques minutes dans tous les coins. C'est passé franchement comme une lettre à la poste. Donc on considère déjà qu'on n'a pas causé de rupture majeure dans le parcours. On peut donc raisonnablement espérer que les résultats soient là en termes de conversion. Mais on a hâte de les mesurer, effectivement. Voilà, donc un parcours facilité, et évidemment, toute la beauté du geste, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous créez un compte web, eh bien, vous pré-créez une carte de fidélité qui se retrouve également dans le système d'encaissement de manière quasi synchrone. Ouais. Donc on est sur un équilibre complet, un miroir entre ce qui se passe en magasin et ce qui se passe sur le site internet, avec un seul et même email, un client réconcilié et un parcours fluidifié. Alors, je ne sais plus si tu le fais avec le numéro de téléphone ou pas, Samuel. On le fait. Le pivot, c'est l'email. Sur le numéro de téléphone, on n'a pas le même taux de complétion, ouais. Puisqu'il n'est pas obligatoire à la création du compte. Et ni à la création de la méga carte. Mais c'est plutôt l'email qui est devenu obligatoire à la création de la carte, et qu'il était déjà à la création du compte web, qui permet d'être le dénominateur commun de cette unification. Alors, c'est un projet qui s'est passé en combien de temps? Comment ça s'est passé? Peut-être tu peux donner quelques éléments sur le sujet. Globalement, si on prend toutes les étapes, on pourrait dire 3 ans. Ouais. Le projet en lui-même, vraiment l'implémentation de la dernière étape, on est sur quelques mois. Oui, ça a été rapide. Quelques mois, la dernière implémentation était très rapide. C'est plutôt un travail de structuration en amont de la donnée. Quand je disais que l'email est devenu obligatoire, ça n'a pas toujours été le cas historiquement dans le système de fidélité, puisqu'on pouvait parfaitement avoir une carte de fidélité sans adresse mail. Mais pour faire ça, le monde a changé entre deux de toute façon. Donc les freins à laisser une adresse email aujourd'hui sont plus les mêmes. Donc c'était le sens de l'histoire de rendre cette donnée obligatoire dans la création de la méga carte. Mais il fallait que ce soit fait pour que ça puisse devenir évidemment une réalité. Donc c'est plutôt ces jalons côté système Micromania, côté technique, côté client, qui ont pris un petit peu de temps, mais sinon l'implémentation technique était assez légère, et la solution Reach5 permet en réalité de pré-créer ce qu'on appelle un compte light. Oui. Hein, tu m'arrêtes si vas-y, c'est très bien. Une bêtise, mais en réalité, dès que le client est connu dans le système, eh bien, il a un compte light qui remonte en base, et comme on a un peu plus de 3 millions de clients actifs sur 12 mois avec Megacart, eh bien, ça fait autant de comptes pré-créés. Donc, c'est assez considérable en matière de données, mais ça fonctionne très, très bien, et tout ça en temps réel. Ouais, et il y a des sujets de SLA aussi que tu n'as pas évoqués dans les KPI, mais qui sont toujours intéressants aussi. C'est vous êtes soumis sur certaines offres, certains produits d'appel. Hein, je pense à la PS5 où il y a ça tape fort sur le site. Et là, il n'y a pas de sujet non plus. Enfin, vous déjà, évidemment, il faut que tout ça soit inébranlable, y compris en pleine tempête, que ce soit un démarrage d'opération, un batch de PS5 quand elles étaient un peu plus rares qu'elles le sont maintenant. Il faut que ça tienne la route. Ça, c'est évidemment la base. C'était une question, Samuel. Romain, à nouveau. C'est une par personne. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu en fais des comptes light si le gars ne va pas au bout du process quand il a fait son machin? Il dort, mais il n'y a pas de problème. Tu peux revenir des mois après. S'il s'inscrit sur le site, après, on reprend le process. Absolument. Absolument. Si il fait sa chambre magasin, ça se cumule dans le début. Exactement. Tu veux dire un mot sur les comptes light, Mathias? C'est une question de Valorant.
Alors c'est un sujet compliqué mais très pertinent auquel on est parfois confronté. On a beaucoup soit de gamins qui créent un compte en magasin alors que c'est les parents qui sont derrière qui payent, qui sont là la majeure partie du temps, ou l'inverse, c'est maman qui a sa méga carte parce que c'est elle qui cumule les points et puis qui fait plaisir à ses enfants, les uns les autres, les amis, les cadeaux, tout ce qu'on voudra. C'est pas toujours évident. Pour l'instant, on n'a pas dans notre système de fidélité, c'est là que sera le développement qui doit venir, un système de filiation entre deux cartes. On pourrait l'imaginer, ou deux adresses mail ou deux profils, etc. Donc, ouais, mais le système, il reprend la manière dont c'était structuré la donnée dans notre système de fidélité aujourd'hui. Mais on pourrait, je pense qu'il y avec Richard, il n'y a aucun problème. Il y a pas de difficulté technique à le faire, mais ça n'existe pas dans notre système aujourd'hui. Puis il y a quand même des contraintes aussi sur l'âge de l'enfant, sur la collecte de données, auxquelles on est évidemment respectueux. Ouais, absolument. C'est légal. Ouais, je crois que c'est 15 ans. Ouais. Ouais. Alors, c'est très bonne question. Donc, effectivement, Samuel l'a dit tout à l'heure en préambule. Aujourd'hui, nous, on a du matos. Après, il faut utiliser le matériel, si tu veux, au bon moment et pour les bonnes cibles. Donc, deux réponses à ça. La première, c'est qu'effectivement, là, on va sortir dans peu de temps, parce que ça a été ouvert il y a très peu de temps, le TikTok Connect. Ouais. Là, ça répond vraiment à la jeune génération. Là, j'ai eu ta question. Snapchat, l'API est toujours fermée. L'API n'a jamais été ouverte et j'ai peu d'espoir qu'elle s'ouvre. Par contre, dès qu'il y a une API qui est disponible pour effectivement réaliser des processus d'authentification, de récupérer de la donnée, etc., nous, on la prend immédiatement et on l'intègre dans notre solution, clairement. Et donc là, on est sur TikTok. Et la deuxième réponse à ça, mais c'est sur des sujets plutôt internationaux, il est clair que en Occident, oui, c'est les classiques Google, PayPal, Facebook, Apple. Je vais pas faire toute la liste, mais on a toute la liste dans la solution. Et puis on va ajouter TikTok, et on a en Asie Kakao en Corée, on a Line au Japon, WeChat en Chine, on a même Naver en Corée qui est minoritaire, mais sur lequel il y a de l'usage. Et ça, c'est clair que c'est extrêmement puissant, parce qu'il faut savoir que je crois Line au Japon, c'est 70% des authentifications, des connexions qui passent, voire même plus, qui passent par Line. Et Kakao, c'est en train de monter en puissance. Donc toutes les marques qu'on accompagne à l'international sont hyper contentes qu'on soit sur ce type de sujet, parce que c'est bien faut le proposer. Je veux dire, faut parler local. Tu en Corée, tu parles coréen, donc tu dois t'adresser de la même manière que les gens qui sont là-bas. Donc utiliser leurs us et coutumes. Deux, c'est hyper ouvert. C'est-à-dire, c'est un peu Facebook à l'époque où t'avais la liste d'amis, c'est incroyable tout ce que tu peux faire derrière, en fait, en matière de données. Voilà, donc évidemment, on va beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour Samuel, parce que nous aussi, on va aller plus loin derrière dans l'usage de Reach5. Il y a plein d'autres choses qui sont utilisables derrière. Alors déjà, on va mesurer. On en parlait tout à l'heure, les bénéfices de ce qu'on a fait, continuer à observer le comportement des utilisateurs. Et puis, on a d'autres projets qui nécessitent des implémentations et l'utilisation d'autres assets de la plateforme. Sans révéler de grands secrets industriels, ceux qui connaissent la méga carte savent qu'à partir d'un certain niveau du programme, on accède à un porte-monnaie électronique qui permet aux clients c'est comme un wallet en fait, d'y mettre les avoirs liés aux reprises occasions qu'on fait en magasin. Faut ramener des jeux, une console, on vous propose un avoir qui est versé sur ce compte. Aujourd'hui, la totalité des reprises occasions ont lieu en magasin pour des raisons logistiques assez évidentes, et du coup les avoirs ne sont utilisables qu'en magasin. Or les clients parfois se
seraient bien contents de pouvoir capitaliser sur leur petit wallet et peut-être craquer sur une OP en ligne, les soldes ou que sais-je, en tout cas à un autre moment. Donc on voudrait pouvoir proposer l'utilisation du wallet sur le site, ce qui induit quand même un minimum de sécurité évidemment, parce que les sommes peuvent être substantielles. Hein. On a des clients qui ont 200, 300, 400 euros dans leur wallet, donc il faut que ce soit en béton armé. Et on va donc activer l'authentification multifacteur dans les prochains mois, derrière lequel on pourra beaucoup plus facilement sécuriser l'accès aux clients. C'est toujours en plus un gage de protection perceptible pour l'utilisateur, de savoir que ça fonctionne de manière efficace et totalement sécurisée. Et puis, eh bien, gageons que le mariage récent avec un autre acteur du paiement nous permettra aussi d'aller encore plus loin sur l'utilisation de ce wallet. Absolument. Prochain use case. Prochain use case, exactement. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Samuel. Ouais, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions dans la. Oui, complètement, ouais. Je l'ai pas dit, mais dans l'application mobile, par exemple, on l'utilise pour avoir un login persistant, absolument. Jusqu'à 13 mois, si je dis pas de... 13 mois maximum. Durée légale maximum. C'est 13 mois sans reconnexion. À chaque reconnexion. À chaque reconnexion, tu reprends 13 mois. C'est ça. En fait, tu es tout le temps connecté. C'est la beauté de la session persistante. C'est l'idée, absolument. Et c'est un vrai beau use case. Ça, c'est un vrai use case qui est, je trouve, pas assez présent dans l'ensemble des marques du marché, en fait. C'est toujours très frustrant de revenir sur le site et d'avoir à se réauthentifier. Alors, s'il y a du social login ou de la biométrie, des choses comme ça va vite et bon, c'est super. Mais s'il n'y a pas tout ça, selon le repeat business qu'on a, hein, c'est sûr que si on fait ses courses toutes les semaines sur le drive de Leclerc ou d'Auchan, bon, pas besoin de se reconnecter, la session persistante, elle fonctionne bien. Mais quand on fait du repeat business sur d'autres acteurs, où on vient tous les 6 mois ou tous les 3 mois ou tout, peu importe, on a oublié son mot de passe. Et je me rappelle, j'ai un client comme ça qui est venu nous voir parce qu'ils avaient fait une étude avec McKinsey, et McKinsey avait identifié mais tous les points, mais alors là c'est des millions de points sur le site internet, sur le parcours client, sur tout le tunnel de vente. Qu'est-ce qu'on pouvait réellement améliorer pour gagner derrière en volume d'affaires, et en gros volume d'affaires, on parle de millions. C'est la session persistante. Il se trouve qu'ils avaient une session persistante à 30 minutes parce qu'ils étaient bloqués par une plateforme e-commerce qui savait pas faire mieux que 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est très court. Je crois qu'ils avaient réussi partant de ce postulat, amélioré à 30 jours, mais c'était le grand max. Mais même 30 jours, c'était pas assez, surtout quand on fait un repeat business tous les 1 mois et demi, voire 2 mois, ils perdaient énormément de clients. Ou alors, ce qui se passe, c'est que le client, il se rappelle plus de son mot de passe, il se recrée un compte, en fait. S'il a pas de carte de fidélité, de bon décagnocage, etc., se recrée un compte à la volée, c'est pas très grave. Mais du coup, ça crée dans la data une très, enfin, c'est terrible en qualité de données, c'est horrible, en fait, parce qu'on se retrouve avec des clients qui ont 4-5 comptes, en fait. Ouais. Comment ? Chez nous, la session persistante, ah oui, c'est un paramétrage très simple dans la console. Tu dis 3 mois, 6 mois, très très simple. Alors, je vais laisser l'invité mystère. Là, je suis vraiment plus mystère. Non, effectivement, alors on a 2 types de périodes en fait qui existent déjà sur la session longue. Il y a une période pendant laquelle on peut au maximum reconduire sa session automatiquement sur le site, et il y a une période intermédiaire qui est inférieure nécessairement, qui est la période pendant laquelle on va pouvoir renouveler sa session. Donc admettons, on peut maximum renouveler sa session pendant 1 an, et il faut qu'on revienne sur le site tous les 3 mois par exemple au maximum. Et du coup, oui, donc ça c'est le premier point, c'est pour l'aspect purement authentification. Sur l'aspect multifacteur, pour le coup, c'est complètement dissocié. Donc pour le wallet, notamment pour l'accès au wallet. Comment ça se passe? Ah oui, pardon, oui, sur ce point-là, ça marche avec un cookie. Ouais. Le mec arrive, il est connecté et il a accès à tout, ou est-ce que pour certaines parties sensibles, il doit quand même se reloguer? Alors justement, ça fonctionne avec un cookie. Alors c'est un cookie qui va être
stocké en local sur le navigateur, mais dont la session est également stockée chez H5, et dont on a le contexte d'authentification initial et le contexte d'authentification, de réauthentification qui est connu chez H5. Donc on fait pas une simple authentification automatique sur la base du cookie, mais on va vérifier quand même que le contexte est cohérent dans le temps. Et par contre, non, sur les use cases plus sensibles, c'est là où ça va être utile d'avoir le MFA, c'est que traditionnellement, oui, il n'y a pas de réauthentification sur des use cases clés. Maintenant, c'est là où c'est plutôt intéressant d'avoir l'ajout du MFA. Et pour les MFA, vous avez pris quoi sur... Alors c'est du one-time password, email ou SMS. Je sais pas encore si c'est déterminé côté Micromania, mais oui, c'est l'envoi d'un code par SMS ou par email. C'est pas encore déterminé. Et il y a sans doute aussi d'autres cas qui vont déclencher du MFA. J'en sais rien. Moi, le changement d'adresse de livraison, enrôlement d'une nouvelle carte. Tu vois, c'est typiquement le genre de cas où tu vas monter en sécurité. C'est plutôt classique, mais très efficace. Multifactor authentication. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? C'était clair? Bon, bah merci. Merci d'être venu, d'avoir participé à cet atelier, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci à tous.